Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire consacré aux impacts de l'impression 3D sur la supply chain. Avant de commencer, je vais me présenter. Donc, je suis Riyad Issanan, manager chez Hemming sur la supply chain et responsable du développement de cette offre au sein du cabinet. Donc aujourd'hui, on a choisi de faire un webinaire sur le thème de l'impression 3D parce qu'au même titre que les technologies digitales, c'est une technologie qui risque de compter dans l'avenir. On le verra un peu plus tard dans la présentation, mais c'est vraiment une réalité opérationnelle. Et en tant que consultant et consultant en supply chain, on se doit de devoir intégrer ces nouvelles technologies potentiellement dans de nouvelles recommandations à nos clients pour améliorer leur performance opérationnelle. Donc on a 25 minutes ensemble, puis cette présentation sera ponctuée par 5 minutes de questions que vous pourrez poser via le chat. Alors en guise d'introduction, un rappel en quelques dates clés concernant cette technologie. Donc, c'est une technologie qui a environ 35 ans. Elle a vu sa naissance avec le dépôt d'un premier brevet en France en 1983 et quasiment dans la foulée aux USA. Pendant une vingtaine d'années, on a vu une progression en termes de compétences technologiques, puisqu'on voit sur ces 20 ans qu'un certain nombre de matériaux ont pu être utilisés pour réaliser des impressions 3D. Donc des polymères, du plastique, des métaux, du papier et puis maintenant du textile, pour arriver dans les années 2000 à des choses un peu plus complexes, puisqu'on a réussi à réaliser une impression de vaisseau sanguin avec une bio-imprimante en 2010 et des pièces relativement importantes, puisqu'on a construit un drone de quelques mètres et puis une structure de voiture également. Donc c'est une technologie toujours en pleine progression. On n'a pas forcément encore beaucoup de recul sur celle-ci puisqu'elle avance et elle avance à grands pas. Les quelques grands défis à relever, on le voit sur cette frise sur les années 2014-2015, c'est effectivement sa capacité à pouvoir imprimer de gros objets, puisqu'aujourd'hui on reste quand même relativement limité. Évidemment, de pouvoir accélérer sa capacité à imprimer des objets. On le verra également par la suite dans la suite de la présentation. C'est un point clé, notamment si on veut un jour que l'impression 3D puisse venir concurrencer les productions traditionnelles de masse. Donc un petit rappel sur le processus de fabrication. Il s'agit, via un fichier numérique contenant le design d'un objet, de venir l'imprimer grâce à une imprimante 3D pour pouvoir réaliser un objet physique. Donc on parle d'impression 3D, on parle aussi de fabrication additive, puisqu'il s'agit de superposer des couches de matière pour réaliser un objet physique. Et cette technologie vient s'opposer à l'usinage, par exemple, où à partir d'un bloc de matière auquel on va enlever de la matière, on va réussir à faire un objet. On voit tout de suite l'intérêt de l'impression 3D, notamment en termes de coût, puisqu'il s'agit d'utiliser la juste quantité de matière pour fabriquer un objet, alors que sur une techno d'usinage, on va avoir beaucoup de déchets de copeaux de métaux, par exemple, pour des objets métalliques. Aujourd'hui, on recense plus de 200 matériaux différents utilisés via l'impression 3D. Donc on en a parlé, des plastiques, métaux, papier, textile également, des céramiques et des biomatériaux. Donc quelques atouts et quelques faiblesses de cette technologie. Commençons par les faiblesses. On parle encore de limites technologiques pour une raison assez simple, c'est qu'aujourd'hui, on vient de le dire, on a à peu près 200 matériaux avec lesquels on peut travailler, versus plus de 1000 matériaux sur des méthodes de production traditionnelles. Mais on voit aussi que les progrès sont relativement rapides et que d'ici quelques années, bonne partie du retard risque d'être comblée sur ces aspects-là. Une limite liée aussi au coût d'achat des imprimantes et des matériaux. Aujourd'hui, pour une imprimante personnelle, il s'agit de dépenser quelques centaines d'euros. Lorsqu'on se dirige sur des imprimantes professionnelles, la gamme de prix va de quelques milliers d'euros à plus d'1 million d'euros. Et ce qui fait écho au point suivant, donc à l'adaptation, enfin à la non-adaptation à la production de masse, c'est que ce sont des imprimantes qui sont encore limitées en termes de vitesse d'impression. Et on sait bien que la rentabilité et l'amortissement des outils de production est un point clé qui ne va pas encore en faveur de l'impression 3D.
on le verra un peu plus tard, qui est pour l'instant limité à des impressions de petites séries. On parlait aussi beaucoup de consommation en énergie. C'est un sujet sur lequel on a des choses un peu contradictoires. Donc je vais passer ce point, mais c'est un élément qui revient fréquemment. Enfin, obstacle éthique et obstacle lié à la propriété industrielle. Pour le second, pour la propriété industrielle, on le voit, je pense qu'on l'imagine assez facilement, hein. Aujourd'hui, on a des scanners qui permettent de scanner des pièces pour reconcevoir le design d'une pièce de manière informatique, et ce qui permet ensuite assez facilement de réimprimer une pièce. Donc ça pose vraiment le problème de la propriété industrielle et de la façon dont ces industriels vont pouvoir protéger leur création et protéger aussi leurs revenus pour des pièces dans lesquelles l'investissement dans la recherche est très important. Un petit point aussi sur l'obstacle éthique. À titre d'exemple, on a déjà vu une arme à feu imprimée grâce à une imprimante 3D, ce qui pose évidemment un certain nombre de problèmes. Pour ce qui concerne les atouts de cette technologie, donc liberté de conception, ce qui est très intéressant avec cette technologie, c'est qu'on va pouvoir fabriquer des pièces très complexes, ce qui n'est pas forcément permis avec des méthodes traditionnelles, ou en tout cas à des coûts relativement élevés. Aujourd'hui, à titre d'exemple, Boeing a réussi à fabriquer des conduits qui vont s'intégrer dans la voilure de ces avions, en fabriquant une pièce d'un seul tenant, alors qu'il lui nécessitait l'assemblage de 15 pièces auparavant. Donc on voit tout de suite l'impact, notamment en termes de production, sur la flexibilité que peut offrir cette technologie. Un autre exemple dans l'automobile où on a déjà des pompes diesel qui sont fabriquées grâce à l'impression 3D et dont les bénéfices sont les suivants, c'est qu'on a une réduction de poids, ce qui est toujours un critère clé, que ce soit dans l'aéronautique ou dans l'automobile, mais également une augmentation des performances grâce à des designs plus complexes permis par l'impression 3D. Un dernier exemple, Renault Truck est déjà en train de concevoir des moteurs pour ses camions grâce à l'impression 3D. Ensuite, on parle de flexibilité et de personnalisation. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est dans des modes de consommation qui ont bien changé. Les entreprises voyaient quelques années auparavant, avant l'avènement même d'Internet et du digital, les segments comme des masses constituées d'énormément de consommateurs. Aujourd'hui, les segments-là se définissent quasiment de manière unitaire. Un client égale un segment, d'où la nécessité pour les entreprises d'être flexibles et de pouvoir répondre de manière très personnalisée aux clients. Et l'impression 3D va dans ce sens-là, puisqu'il est assez facile de changer d'outillage et de pouvoir passer d'une série à un autre pour fabriquer des objets très personnalisés assez rapidement. Et enfin, un gain pour l'environnement. C'est un point sur lequel on va revenir. En quelques mots, demain, si on est capable, à partir d'un fichier, d'imprimer un objet chez soi ou dans ce qu'on appelle des Fab Labs ou un réseau d'imprimantes locales, on voit clairement qu'une partie du transport risquerait d'être obsolète avec les gains pour l'environnement liés à l'émission la réduction d'émissions de gaz à effet de serre, et puis le rallongement de la durée de vie des produits. Je parlais tout à l'heure de ces fameux scanners permettant de recréer des pièces. Demain, on pourra remplacer une pièce défectueuse d'un appareil en la réimprimant en 3D. Donc quelles sont les perspectives liées à l'imprimante 3D? Pour en parler, on va s'appuyer sur deux études. La première, issue du cabinet américain Gartner, qui a sondé plus de 240 professionnels de la supply chain, avec deux grands outputs finalement. Le premier, c'est que c'est une véritable réalité opérationnelle, puisque 26% des sondés déclarent déjà utiliser l'impression 3D. Et au-delà de ça, 90% de ces professionnels déclarent utiliser ou pensent à utiliser l'impression 3D d'ici 5 ans. Donc c'est vraiment pas une chimère, on est sur la réalité du terrain. Et pour corroborer ce que je viens de dire, ces professionnels répondent à 94% qu'ils y voient un intérêt assez clair. Donc on voit ici une réduction des coûts, génération de revenus supplémentaires, efficacité et transformation de l'expérience client. Une seconde étude, elle, réalisée par le cabinet IDC Manufacturing, qui s'intéresse à la façon dont on utilise l'impression 3D.
Donc vous voyez les réponses ici, une comparaison entre l'Europe et le monde. On voit clairement que l'intérêt qui y est vu pour l'instant est relatif au processus de conception et de maquettage. On voit également en dessous relatif au processus de production de pièces détachées et de produits finis. Et je tiens à préciser, produits finis en petite série. On en a parlé auparavant, l'impression 3D pour l'instant ne se prête pas encore aux méthodes de production de masse. Donc ce qu'on voit, c'est que 47% sur ces 500 professionnels sondés voient ça comme un accélérateur du développement produit, 39% d'entre eux comme la possibilité d'accélérer les processus de production. Je reviens à l'exemple Boeing où ils ont réussi à fabriquer une pièce d'un seul tenant versus l'assemblage de 15 pièces auparavant. Donc on voit tout de suite l'impact en production avec l'impact sur les lignes de production. Et enfin, pour 15% d'entre eux, la diminution des coûts d'outillage, puisque c'est une technologie qui est très flexible et qui permet de fabriquer des pièces sans outillage. On vient à notre sujet, qui est la supply chain et les impacts potentiels sur la supply chain. Avant toute chose, un petit rappel sur ce qui va définir la performance d'une supply chain. On a l'habitude de définir cette performance selon 5 grands critères. Donc la fiabilité, c'est-à-dire sa capacité à tenir ses engagements, notamment vis-à-vis des clients, évidemment, ce qu'on mesure avec le taux de service, mais également en interne dans l'entreprise, avec la capacité de l'entreprise à exécuter ses processus de manière efficiente. Réactivité et flexibilité qui détermine la capacité de l'entreprise à détecter rapidement et à répondre à une problématique liée à une demande client non prévue ou à une modification de l'environnement de l'écosystème de la supply chain ou à s'adapter à de nouvelles stratégies de l'entreprise et d'y apporter une réponse supply chain rapidement. Et enfin, évidemment, efficacité sur les coûts et les actifs. On parle bien donc de la capacité de la supply chain à opérer au coût le plus bas. On en vient à nos impacts de l'impression 3D sur la supply chain. On a segmenté le cycle de vie produit en 3 grandes phases. Une phase de conception produit, donc de développement, la phase d'exploitation de vie série, et puis tout ce qui concerne les notions de service et de service après-vente. Ce qu'on voit, c'est sur cette première phase de conception, l'intérêt de l'impression 3D est assez clair en matière de fiabilité, flexibilité et réactivité pour ce qui concerne l'accélération des phases de développement. À titre d'exemple, vous avez énormément de sociétés, et beaucoup d'ailleurs dans l'aéronautique et l'automobile, qui utilisent cette technologie pour faire du maquettage, qui ont réinternalisé toutes les étapes de maquettage avec un gain énorme, notamment en termes de délai, puisque c'est une phase où on échange avec des fournisseurs sur ce sujet-là, avec beaucoup d'allers-retours, que ce soit d'informations pour le partage des designs ou de flux physiques pour de la réception des maquettes en tant que telles. Aujourd'hui, Alstom, par exemple, utilise l'impression 3D pour le maquettage. C'est né de TGV. Sur une phase vie-série, les impacts vont également être importants. On voit ici que les impacts sont plus importants sur l'efficacité des coûts et l'efficacité des actifs. Je reviens encore à cet exemple Boeing sur cette fameuse pièce produite d'un seul tenant et non plus via l'assemblage de 15 sous-composants. Donc on voit qu'ici, le changement d'outil devient quasiment obsolète. On gagne en rapidité et en fluidité dans le processus de fabrication et on évite les étapes d'assemblage. Donc avec un gain donc, évidemment sur la flexibilité et également sur l'efficacité des coûts puisque les opérations en sont optimisées. On voit également un intérêt là purement en termes de coûts sur la réduction du besoin matière. On disait que l'impression 3D est une technologie de fabrication additive par opposition à de l'usinage, par exemple. Dans un processus de fabrication additive, on aura besoin uniquement de la matière nécessaire pour fabriquer l'objet. Dans une méthode traditionnelle d'usinage, il n'est pas rare qu'on aille jusqu'à 90% de copeaux de métaux, par exemple, qui ne sont en fait que du scrap et qui ne servent plus. Un impact évidemment sur les stocks de produits finis,
puisqu'on a vu, on est capable de travailler en petites séries, de faire des produits personnalisés. La notion de stock, dans certains cas, va peut-être même devenir quasiment obsolète, puisqu'on sera capable de capter le besoin et de commander à la commande. Donc on voit bien l'efficacité ici sur les coûts, mais également sur les actifs, puisque qui dit stock dit nécessité de surface de stockage, surface logistique, qui, de ce point de vue-là, pourront être redimensionnés et optimisés. Enfin, livraison numérique sans transport, on fait donc écho à nos atouts et nos faiblesses, et notamment nos atouts en termes de protection de l'environnement, puisque demain, pouvant livrer finalement une solution numérique à un client qui pourra imprimer son objet chez lui ou dans une imprimante 3D disponible localement, on sera capable de livrer sans utiliser de moyens de transport. Donc encore une fois, efficacité sur les coûts, sur les actifs et sur l'environnement. Pour exemple, UPS travaille déjà à une offre qu'ils appellent Impression as a Service, qui répond à la problématique de la logistique du dernier kilomètre et qui va dans ce sens. Enfin, donc sur une troisième phase, sur le service sur tout ce qui est service après-vente. Et je prendrai pour l'illustrer l'exemple de l'automobile et de Renault, par exemple, pour lequel j'ai déjà effectué une mission sur l'optimisation de leur surface logistique liée aux pièces détachées. Dans l'automobile ou dans d'autres industries d'ailleurs, on n'est pas rare de voir des contrats de service relativement longs, et quand je dis relativement longs, qui peuvent aller au-delà d'une dizaine d'années, et qui nécessite pour les entreprises de garder un stock et une obligation contractuelle avec leurs clients de garder des stocks de pièces. On imagine rapidement le niveau d'obsolescence que cela peut générer, et on voit aussi très bien le bénéfice de l'utilisation de l'impression 3D pour pouvoir répondre de manière ponctuelle à un besoin sur des pièces évidemment qui sont éligibles à cette technologie. Donc l'impression 3D peut clairement avoir un impact sur la supply chain, mais pas uniquement sur la supply chain, et je dirais même plus généralement sur le business model des entreprises. Aujourd'hui, un business model, on le définit, on a essayé de le définir de cette manière-là, c'est-à-dire que c'est la combinaison d'une proposition de valeur et d'un modèle opératoire pour délivrer cette proposition. L'utilisation de l'impression 3D va potentiellement avoir un impact sur chacune de ces cases qui définissent le business model d'une entreprise. Sur les segments clients, parce qu'on va être capable de toucher d'autres clients grâce à l'impression 3D, typiquement dans des zones géographiques reculées. Cela va aussi être générateur de nouveaux business. Cela va avoir également un impact sur l'offre produit-service. Aujourd'hui, dans cette proposition de valeur, l'entreprise va vendre un produit, un service, une licence. Une entreprise qui traditionnellement propose un objet, demain va potentiellement bouleverser son business model en ne proposant plus un objet, mais pour autoriser l'impression de ces produits. Et évidemment, un impact sur le modèle opératoire, on l'a vu tout à l'heure, donc le modèle opératoire, c'est-à-dire l'organisation pour délivrer cette proposition de valeur, avec demain potentiellement la disparition d'unités de production. Donc là, on va toucher à la chaîne de valeur. Demain, travaille différemment avec des sous-traitants. On touche encore ici à la chaîne de valeur avec des modèles centralisés ou décentralisés pour aller toucher les clients au plus près ou pas. Ici, on va impacter l'organisation dans ce modèle opératoire. Et puis surtout, on va pouvoir envisager des relocalisations de production, encore une fois, pour aller toucher le client au plus près. Donc à titre d'exemple, on voit dans la littérature et dans la réalité que un très très grand nombre de secteurs sont impactés, ou en tout cas utilisent déjà l'impression 3D. On en a parlé un petit peu dans le slide d'introduction, donc sur les secteurs de la médecine et de la santé. On voit déjà des unités opérationnelles pour fabriquer des prothèses, donc prothèses dentaires, mais également prothèses de squelette, et qui permettent non seulement de fabriquer des prothèses sur mesure, mais en plus de diminuer les coûts de production, parce que ce sont des choses qui coûtent très très cher. Et aujourd'hui, avec l'impression 3D sur ces sujets en particulier,
on note déjà les bénéfices en termes de coûts de production. Et puis, si on va encore plus loin, on a déjà des perspectives sur l'impression 3D de tissus biologiques pour, dans l'avenir, éventuellement remplacer un organe, un muscle. Un exemple dans le BTP et la construction, donc ça va répondre à une des problématiques qu'on a soulevées au départ sur la taille des objets. On envisage par exemple de construire des bâtiments beaucoup plus complexes, parce que c'est l'intérêt aussi de cette technologie, c'est qu'on va aller travailler sur des pièces complexes d'un seul tenant, et ça c'est très très intéressant, notamment en termes de coûts. Aujourd'hui, on envisage de construire des ponts avec cette technologie, et la réalité a déjà dépassé la fiction, puisqu'à Moscou, l'entreprise Apiscore a déjà une imprimante 3D capable d'opérer sur plus de 100 mètres carrés pour la construction de maisons en 3D. On en a beaucoup parlé également aussi dans l'aéronautique. Aujourd'hui, quasiment toutes les grandes sociétés de l'aéronautique et avionneurs utilisent cette technologie. Donc on a parlé de Boeing, mais c'est le cas également d'Airbus, de Safran, de Thales qui utilisent cette techno, et surtout qui est opérationnelle. Aujourd'hui, on est dans l'aéronautique sur un secteur assez critique. Et c'est assez intéressant de voir que on peut dire que c'est un des secteurs dans lesquels l'impression 3D est déjà précurseur, malgré les contraintes techniques en termes de criticité dans ce secteur-là. Et puis enfin, dans l'automobile, on en a parlé tout à l'heure avec Renault et Renault Troc plus précisément, qui a déjà lancé l'impression 3D sur des moteurs, mais c'est le cas également de Peugeot qui envisage la construction de pièces de structure pour ses voitures, et également Ford qui depuis déjà bien longtemps, il me semble depuis la fin des années 80, qui fait le maquettage de ses prototypes via l'impression 3D. On va faire un petit focus sur un dernier petit exemple, donc notre exemple de prédilection dans l'aéronautique, et pour bien comprendre qu'on est vraiment dans une réalité opérationnelle. Aujourd'hui, donc, Boeing travaille à un nouvel aéronef, donc le Boeing 777X. Et ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que le laboratoire Oak Ridge aux États-Unis a réussi à créer une pièce de structure qui va intégrer la voilure donc, de cet aéronef. Et c'est la pièce fabriquée en impression 3D la plus grosse réalisée à ce jour, puisqu'elle mesure plus de 5 mètres de long et plus d'1 mètre 60 de large. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une pièce qui est fabriquée à partir de plusieurs matériaux. Donc on voit que l'impression 3D permet aussi de combiner, les différents types de matériaux. Donc on a de la fibre de carbone, matériaux composites et du plastique. Ce qui est aussi très intéressant et qui est un point clé, notamment dans l'aéronautique, où le poids de l'avion est une des premières préoccupations des avionneurs, et notamment dans le type de la réduction de consommation de kérosène, c'est que cette pièce-là, elle ne pèse que 748 kg. On n'a pas le poids de la pièce initiale fabriquée traditionnellement, mais Boeing communique sur le fait qu'il y a une réduction drastique de poids, ce qui est très intéressant. Et enfin, pour répondre à une des questions soulevées dans le début de la présentation sur la rapidité de l'impression 3D, et donc finalement un jour sa capacité à se substituer au processus de fabrication traditionnelle de masse, aujourd'hui cette pièce elle est fabriquée en 30 heures versus 3 mois nécessaires pour la fabriquer dans des méthodes traditionnelles. On voit bien ici, alors je ne vais pas parler d'outillage, mais dans ce genre de secteur, les fournisseurs de rang 1, 2, 3 jusqu'à N sont très impliqués dans la fabrication des pièces dans l'aéronautique. Dans ce secteur-là, on a souvent tendance à dire que les avionneurs sont des colosses aux pieds d'argile, hein, donc ce sont des géants qui travaillent parfois avec de très petits fournisseurs sans forcément d'ailleurs être au courant, puisque travaillant avec des fournisseurs de rang 1, ceux-ci peuvent eux ensuite sous-traiter à d'autres fournisseurs. Aujourd'hui, en réinternalisant la construction de ce genre de pièces ou en ne travaillant avec des fournisseurs beaucoup plus proches, on réduit énormément les risques de rupture de chaîne et de rupture de charge, ce qui est un point clé, puisqu'aujourd'hui dans l'aéronautique on a des carnets de commandes qui sont phénoménaux. On prévoit des croissances d'entre 50 et 100% sur les années à venir,
avec des délais de livraison qui sont importants. Aujourd'hui, Airbus communique sur des délais de livraison qui sont de l'ordre de 5 à 7 ans. On voit bien qu'avec ce type de technologie, fabriquer une pièce en 30 heures versus 3 mois, on a un gain potentiel de time to market assez important. Donc en conclusion, on voit bien qu'on est sur une vraie réalité opérationnelle. On l'a vu à travers les études qu'on a présentées. Déjà de nombreuses entreprises travaillent en utilisant cette technologie. Quelques chiffres. En 2002, le chiffre d'affaires généré par l'impression 3D était de l'ordre de 2 milliards de dollars. En 2017, il est de l'ordre de 6 milliards et en 2011, il est estimé à 11 milliards de dollars. Donc c'est une technologie avec une grande marge de progression. On a vu qu'on était autour de 200 matériaux utilisés à ce jour versus plus de 1000 matériaux utilisés dans l'industrie dite traditionnelle, ce qui montre encore la marge de progression en termes d'utilisation de matériaux, mais également en termes de capacité à produire des grandes pièces. Même si on l'a vu sur Airbus, mais il faut que l'industrie de l'impression 3D puisse suivre ce modèle pour que ça puisse devenir un standard, et puis également travailler sur la rapidité d'impression pour qu'un jour cette techno vienne concurrencer les méthodes de production de masse ou soit une alternative. Ce qui introduit donc le dernier point, donc c'est une technologie de rupture potentielle et on parlera de véritable révolution industrielle lorsque demain on pourra substituer les méthodes de production traditionnelles avec cette technologie. Voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés et pour votre participation. Si vous avez des questions, vous avez le chat pour pouvoir les poser et je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors une question qui nous arrive, on nous demande si chez Helming on a déjà mis en place ce type de solution chez nos clients. Alors aujourd'hui ce n'est pas le cas. Je fais un rappel de début de la présentation. C'est un sujet qu'on a choisi de présenter parce que c'est un sujet qui a un intérêt au même titre que le digital et toutes les techniques qui vont apporter une rupture technologique. Nous, consultants en opération, que ce soit d'ailleurs le digital ou l'impression 3D, on voit bien les impacts d'un point de vue opérationnel. Donc aujourd'hui, non, nous n'avons pas encore implémenté ce genre de projet chez nos clients, mais on fait tout pour devenir compétent sur ce sujet pour pouvoir demain activer ces leviers chez nos clients si nécessaire. Alors, une seconde question qui nous arrive. Quels sont les freins des entreprises pour implémenter cette nouvelle technologie? Les freins sont relativement simples et on les a exposés aujourd'hui. Si nous devions recommander cette technologie-là à nos clients, je crois qu'il y a deux grandes questions qu'il faudrait se poser. La première, c'est est-ce que les pièces sont éligibles à cette technologie? Et la seconde, c'est quelles modifications apporter à mon modèle et à mon business model, que ce soit sur ma proposition de valeur ou sur mon modèle opératoire, pour pouvoir faire de cette technologie dans mon business une réalité. Donc les freins aujourd'hui, c'est mon produit est-il éligible? Est-ce que je suis aujourd'hui sur une production de masse? Est-ce que la technologie 3D me le permet? Aujourd'hui, non, mais effectivement, sur des petites séries ou de la pièce de rechange, oui. Donc il y a un arbitrage à faire sur ces questions-là. Ok, je vous remercie pour votre attention. Si vous vouliez avoir des informations complémentaires sur ce sujet-là ou sur notre practice performance opération au sein d'Helming. Merci à tous.